Bonjour, vous êtes nombreux d'avoir suivi le film Grande Pyramide K 2019. Le voici enfin dans sa version intégrale. Je remercie chaleureusement Nura TV, Édition Fractale et Apprentissage, les seuls médias qui ont relayé la sortie du film, qui l'ont soutenu et l'ont fait connaître au grand public. Je remercie également le Club de l'Étoile Cinéma et CGR Cinéma qui nous ont fait confiance, ainsi que le public qui est venu dans les salles. La production du film a coûté beaucoup d'argent et de temps. 6 ans jour pour jour, avec une équipe très réduite. Je n'ai reçu aucune aide financière d'extérieur et j'ai financé avec mes coproducteurs l'intégralité de la production. J'ai décidé donc d'ouvrir une cagnotte pour soutenir le film et couvrir le coût de sa production. D'une manière ou d'une autre, vous financez tous les films que vous regardez. Vous payez sans savoir ce qu'il vous attend. Eh bien là, il n'y aura pas de surprise et vous ne serez pas déçus par Grande Pyramide K 2019. Si le film vous plaît, vous êtes invité à participer à cette cagnotte afin de continuer ce travail et de réaliser par la suite la version anglaise et en différentes langues. Pour les traductions officielles en d'autres langues, veuillez nous contacter à l'adresse email ci-dessous. Ce film est diffusé gratuitement. Il est donc interdit d'en tirer des profits financiers. Vous pouvez également télécharger le film gratuitement sur le site web dédié au film. Le film est diffusé dans quelques salles à Paris, Lyon et Marseille. La première séance a eu lieu le 28 septembre 2019 au Club de l'Étoile à Paris. C'était une étape importante afin que le public comprenne que ce n'est pas un film conspirationniste, discret, mais bien un documentaire sérieux et ouvert à tous. Il faut maintenant que les scientifiques, et en particulier le porte-parole de BIPM, Bureau international de poids et de mesure, se prononcent sur la partie du film qui les concerne. Le film est gratuit et il n'est pas monétisé sur YouTube. Je demande donc solennellement à YouTube de ne pas censurer le film même si des demandes de strike se présentent. Si cela arrive, merci de me contacter au préalable et je fournirai les documents nécessaires. Sur cet aspect, le sérieux et l'impartialité de YouTube sont engagés. Quel est le but de ce film? Le film Grande Pyramide K 2019 vient de la nuit des temps. Il vient en paix. Ce film est dédié à l'humanité entière afin de s'unir autour de cette pyramide et d'avancer ensemble avec amour, paix et intelligence. Tel est le message. Telle est la mission de cette pyramide. Être la source d'inspiration pour relever les défis qui nous attendent. Les défis qui attendent l'humanité entière. Maintenant, ce film est à vous. Que la paix, l'amour et l'intelligence règnent sur cette unique planète. Partagez ce film et parlez-en. Bon film et à bientôt.
Voici l'Égypte, le Caire et le plateau de Gizeh, avec ses 3 grandes pyramides, celles de Khéops, Képhren et Mykérinos. La pyramide de Khéops était revêtue de pierres en calcaire blanc qui ont totalement disparu aujourd'hui. Il y a des pyramides plus petites autour d'elle, dites satellites, des temples où il ne reste que des ruines, des mastabas, une sorte de tombe sanctuaire. Et plus bas, la statue monumentale du Sphinx et le temple de la vallée. À l'intérieur de la grande pyramide, il y a 2 couloirs, des tunnels, une chambre sous terre à 30 mètres, une chambre au milieu dite la chambre de la reine, une chambre haute dite la chambre du roi, une grande galerie inclinée et 4 conduits qui traversent la pyramide. Mais qu'est-ce que cela a d'exceptionnel et de hors du commun? Vous êtes au pied des pyramides pour prendre une photo. Arrêtez-vous un moment et réfléchissez un peu. Imaginez-vous en train de pousser et de tirer une pierre de cette taille avec 50 autres personnes. Ensuite, imaginez faire cela avec une 2e pierre, puis une 3e, que vous devrez soulever à 5 mètres de haut, puis à 10, à 20, à 40, 80, 120 mètres. Il y en a 2 800 000 qui vous attendent comme celle-ci qu'il faudra transporter et hisser. C'est vertigineux. Vous apprenez ensuite qu'un bloc de granit pèse 70 tonnes, soit le poids de 3 camions poids lourds chargés, puis qu'à l'intérieur, il y a 1500 tonnes de granit venues de 900 km. Une sorte de vertige vous prend. Vous venez de mettre le doigt dans l'engrenage et vous êtes forcé de constater humblement que le mystère des pyramides n'est pas exagéré. Voici les hypothèses. Pour les égyptologues, ce sont les Égyptiens qui ont construit la pyramide, point. Ils ont réalisé les prouesses suivantes. Ils ont rasé et nivelé la colline pour y poser la pyramide et une centaine de mastabas. Du début du plateau jusqu'au bout, soit 250 mètres plus loin, la base de la pyramide est parfaitement horizontale, à 21 mm près. Ils ont creusé un tunnel de 80 mètres de long, qui descend à une profondeur de 80 mètres dans la roche, large d'1,10 m par 1 mètre, avec seulement une erreur d'1 centimètre du début à la fin. Voici un tunnel de notre époque. Ils ont taillé et transporté environ 130 blocs de granit de 12 à 70 tonnes venus d'Assouan, et ils les ont montés à 80 mètres de hauteur. La pyramide n'est pas construite à 4 faces, mais à 8 faces en apothème concave. La pyramide est orientée au nord avec une erreur de 0,05 degrés. Selon les égyptologues, cette construction a duré environ 20 ans, c'est-à-dire un bloc taillé, transporté et posé toutes les 3 minutes. Il est impossible de passer une feuille entre les blocs. Comment expliquer que ces blocs de plusieurs tonnes aient pu être taillés avec autant de précision? Nous sommes à l'époque du cuivre et logiquement la construction a dû être réalisée avec un burin en cuivre et une boule de cailloux. Telle est la théorie des académiques. Poursuivons avec d'autres prouesses dans la précision. Le tunnel descendant forme un angle de 26 degrés 2 dixièmes et cet angle est identique dans le couloir ascendant. Un rapporteur des collines n'affiche pas les 2 dixièmes. Mais le plus impressionnant reste à venir avec le tunnel souterrain sud et le tunnel de service à 30 mètres sous terre. À vue d'œil, ce sont de vulgaires tunnels. La hauteur de l'entrée est de 79 cm, laquelle se termine 16 mètres plus loin avec un écart de 5 cm. Sa largeur est de 75 cm et finit à 76 cm, soit une différence de 1 cm. Un rectiligne quasi parfait. Comment fait-on pour construire ce tunnel avec une telle précision sous terre? Les Égyptiens sont allés encore plus loin dans leurs exploits. Le puits de service démarre près de la chambre souterraine, monte quasiment à la verticale sur 10 mètres pour continuer sur 26 mètres avec un angle de 45 degrés, avec des dimensions parfaites, 68 cm par 68 cm. Georges Goyon pense que le puits de service a été creusé par des voleurs, du bas vers le haut, peu après les funérailles. Ainsi, les voleurs auraient pris le temps de creuser un tunnel parfaitement rectiligne.
Gilles Dormion pense au contraire que le tunnel a été construit par les bâtisseurs et qu'il a été creusé du haut vers le bas. Les encoches pour poser les pieds sont beaucoup trop petites pour que l'ouvrier puisse y rester longtemps suspendu dans le vide, sans corde, en creusant au-dessus de sa tête. Pour creuser ces 3 tunnels et la chambre souterraine, il faut résoudre 4 problèmes. Nous avons besoin de lumière, d'une solution pour faire des mesures précises, des outils durs pour creuser, des conditions de travail correctes et surtout, une solution pour évacuer le CO2. Le plus grand problème est en effet le CO2. Lorsqu'un ouvrier travaille, il expire du CO2. Ce CO2 va s'accumuler au fond. Au bout d'1 heure, il y a 15 cm. 2 heures plus tard, 30. C'est la mort assurée s'il ne sort pas immédiatement. Si ce CO2 n'est pas évacué, il reste là durant plusieurs semaines. Là, je vais montrer que le CO2 s'écoule dans la galerie, il reste au fond. Donc je prends un gaz qui a la même densité que le CO2, il a la propriété d'être coloré, c'est bien qu'on peut le voir. Mais c'est un gaz parce qu'on voit bien qu'on voit à travers. Et donc là, maintenant, on s'écarte un petit peu et je vais verser ici le CO2 dans ce bocal et on va voir ce qui se passe. Et on voit que le gaz qui représente le CO2 reste au fond de ce cristal isoar. Et ça montre également que O2, l'oxygène, il va pouvoir aller aussi par gravité au fond du tunnel. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas creuser un tunnel, avec mon hypothèse, vers le haut, parce que l'oxygène ne le montrait pas. Donc, un ouvrier va expirer 140 grammes de CO2 en 1 heure. Et la chimie explique que 40 grammes de CO2 sont fixés par 100 grammes de calcaire. 100 grammes de calcaire, c'est ça. Dans cette expérience, je souhaite montrer que le CO2, qui est l'atmosphère de ce ballon, est fixé par le calcaire, ça c'est la craie calcaire, j'en ai mis un peu de poudre ici, dans l'eau qui est là et que je vais agiter tout à l'heure. Ça, c'est simplement un niveau qui me permet de voir s'il y a de la consommation de CO2 dans l'air. Donc, je mets le niveau à 0 et on y va. Je mets la craie et au moment où j'agite, on va regarder l'index ici. Eh bien, on voit que l'index montre qu'il y a du CO2 qui est fixé par le calcaire. Que le calcaire a la propriété de fixer le CO2 quand il est mouillé. Et ça, c'est une explication assez simple, parce que de l'eau, il y en a sur place, où on peut en apporter. Et ensuite, le calcaire qui a été excavé, il est remonté à la surface avec le CO2 qui a été fixé. Supposons qu'ils aient réglé, on ne sait pas comment, le problème de la lumière, de l'outil pour mesurer précisément, de l'outil dur pour creuser, qu'ils aient trouvé le moyen d'évacuer le CO2. Reste le problème qu'il est techniquement impossible de creuser vers le bas. Il faudrait un bras de 2 mètres pour atteindre le fond. Si on peut donner quelques théories sur la construction des pyramides et sur la manière dont les pierres ont été montées à 80 et 140 mètres, là, nous n'avons aucune explication. C'est le noir total et ce n'est pas fini. Voici la tour Pardieu à Lyon, surnommée le Crayon. Une tour qui se termine par une pyramide sur le dessus. Le dernier étage se situe à 144 mètres, une hauteur équivalente à celle de la pyramide de Khéops. Les 2 conduits de la chambre médiane arrivent à la hauteur de 80,72 mètres pour l'un et à 80,73 mètres pour l'autre, soit une erreur de 1 cm sur une distance totale de 100 mètres. Comment les Égyptiens sont-ils parvenus à une telle précision? Avec ceci. La théorie officielle dit que ces 4 conduits sont des conduits pour guider l'âme du roi. Pour d'autres, ce sont des conduits d'aération, ou des conduits pour viser les étoiles, ou encore des conduits pour remplir avec de l'eau. D'accord, mais ces conduits sont bouchés, et ceux de la chambre médiane étaient bouchés des 2 côtés jusqu'en 1872. Pourtant, les égyptologues insistent. En 2013, au bord de la mer Rouge, un papyrus est découvert. Le papyrus de Merer, le journal de bord du capitaine qui date de l'époque de Khéops. C'est le papyrus le plus ancien jamais découvert. Un film documentaire est réalisé et diffusé sur les chaînes. Ce film est une interprétation, une fiction, et loin d'être la réalité scientifique. Dans le film, en théorie, les travailleurs taillent le bloc dans la masse avec des pioches en cuivre. En réalité, les figurants détachent la pierre du massif avec des pioches en acier. Avec des pioches en cuivre, ce bloc se détacherait au bout de 10 ans.
Enfin, il détache un bloc de 3 tonnes. Dans ce papyrus, il n'est pas fait mention de la taille de la pierre transportée par Merer. Elle pourrait peser 10 kilos, comme 10 tonnes. 3 tonnes, c'est une très petite pierre en Égypte. Le bateau reconstitué avec soin et fidélité a failli couler avec le bloc. Même en enlevant une tonne, le bateau avait du mal à supporter ce poids. Il risquait de chavirer à tout moment. Comment transporte-t-on cette pierre du parement d'origine qui pèse 10 tonnes? Avec quel bateau? Plus tard, le film montre que 40 hommes peinent à tirer la pierre pesant 2 tonnes depuis le port jusqu'au chantier. Comment ont-ils fait alors pour tirer la pierre en granit de la chambre du roi qui pèse 70 tonnes et le monter à 50 mètres de hauteur? Le seul témoignage ancien à propos de la construction de la pyramide est celui d'Hérodote, né 2000 ans plus tard. Hérodote a entendu cette histoire racontée par les prêtres égyptiens à Memphis pendant son voyage en Égypte. Hérodote explique que les pierres étaient hissées avec des grues. Ainsi, beaucoup d'égyptologues proposent leur théorie sur la base du récit d'Hérodote. Et puisque les blocs sont très lourds, rien de plus logique que de penser à des rampes et à des grues. Des dizaines de modèles de rampes. Ainsi, chaque égyptologue va inventer sa rampe. Voici la rampe enveloppante de Georges Goyon, la rampe de Borchardt, de Jean-Pierre Adam. Le problème est que parmi toutes ces théories, aucune n'a été expérimentée grandeur nature. C'est-à-dire par exemple de tenter de hisser au moins 2 pierres à 10 mètres de hauteur. D'ailleurs, on ne sait toujours pas où se trouve la carrière qui a fourni les pierres d'intérieur. De là ou là. Dans un documentaire, l'architecte Jean-Pierre Houdin, en collaboration avec les laboratoires Dassault Systèmes, vont développer une théorie et comme tant d'autres, en proposant encore une rampe. Ici, la rampe est aussi monumentale que la pyramide elle-même. Cette rampe est reprise dans le film hollywoodien 10 000 ans avant Jésus. Hollywood y rajoute aussi des mammouths. On y voit des Égyptiens méchants maltraitant des mammouths qui tirent les blocs de pierre. Bien entendu, aucune trace de mammouth ni de la rampe n'ont été trouvées. La rampe à elle seule est un ouvrage monumental dont le démantèlement aurait dû laisser des traces. Ce chantier vu par Jean-Pierre Houdin nécessiterait des centaines de milliers d'ouvriers. Dans son animation en 3D du documentaire, on voit bien que les Égyptiens ont du mal à hisser et à poser les pierres toutes les 3 minutes. Et cette théorie présente encore d'autres incohérences. 600 hommes tirent un bloc de granit de 60 tonnes, c'est-à-dire 100 kilos par personne. Je dirais, pour être plus réaliste, 50 kilos par personne, donc 1200 hommes sont nécessaires pour tirer ce bloc. Sinon, les travailleurs pèteraient un câble. Et si en effet, ils peuvent transporter un bloc de 60 tonnes, comment font-ils avec ce bloc de granit d'Assouan de 360 tonnes? Combien de personnes faut-il? 7200 hommes? Jean-Pierre Adam, un autre égyptologue, y va encore plus fort. Ce sont les bœufs qui ont tiré le bloc de pierre, et je suppose que ce monolithe aussi. C'est seulement le socle de la statue de Ramsès. Au passage, je rajoute qu'il faut amener ce monolithe de l'autre côté du Nil, 200 km plus loin. Avec quel bateau? Bon, 360 tonnes, ce n'est pas assez. Il y a aussi l'obélisque d'Assouan, 1200 tonnes de granit qui les attend. Voici quelle sorte de grue et combien il en faudrait pour le soulever. Selon Jean-Pierre Adam, il faudrait 12 000 hommes ou 8 à 9 000 bœufs. Ce n'est plus de la fiction, mais de la science-fiction, ou un dessin animé, comme vous voulez. Personnellement, je préfère la théorie des extraterrestres qui les auraient transportés grâce à leur technologie supérieure. Les égyptologues nous rassurent avec une explication de sortie. Après un dur labeur pour tailler cet obélisque, les ouvriers se rendent compte qu'il est trop lourd et qu'il est fissuré, et le laissent tomber. Bon, 1200 tonnes de granit, ce n'est toujours pas assez. Nous arrivons à la pyramide de Mykérinos, dont l'extérieur était revêtu de la quantité ahurissante de 103 000 tonnes de granit. Se contenter d'imprimer des livres en millions d'exemplaires montrant des travailleurs qui tirent des pierres ne veut pas dire que ce soit une réalité scientifique ni la vérité. Il y a un problème avec le granit. En 1920, l'égyptologue Engelbach publie un livre sur l'obélisque d'Assouan. Ne trouvant aucune trace de piquage et de burinage sur l'obélisque, il propose l'hypothèse de l'utilisation de boules de dolérite qui se trouvaient tout autour.
Depuis, les égyptologues ont repris cette idée et l'ont approuvée. Je trouve que les égyptologues ont beaucoup d'humour et de finesse. À chaque fois qu'ils trouvent un objet à côté d'un monument, ils affirment que c'est l'outil avec lequel cela a été réalisé. Je n'imagine pas la suite s'ils avaient trouvé une cuillère. Sans avoir trop de connaissances en physique, on sait que deux matériaux de même propriété vont se repousser. Effectivement, quand on tape sur du granit, la boule de dolérite rebondit. Alors si vous vous demandez avec quel type d'outils ils étaient capables de tailler un obélisque aussi grand dans du granit, eh bien j'ai la réponse pour vous, bande de petits curieux. Voilà les outils. Oui, moi aussi ça m'a paru absurde quand on m'a dit ça, mais les outils qu'ils utilisaient, c'était uniquement des boules d'une pierre qui s'appelle la dolérite qui se forme, mon Dieu elle est brûlante, qui se forme naturellement dans la région. C'est des boules qui font en moyenne 5 kg et la méthode elle est relativement simple, hein. Tu prends une boule, tu tapes comme un sourd sur le granit et tu vois ce que ça donne. Suite à des expériences, on a estimé qu'il était possible en 1 heure de travail d'user 5 mm de granit sur l'équivalent de la surface de la pierre. Donc autant vous dire qu'il faut déjà avoir des bons bras et surtout de la patience. Bon allez, je vais vous faire une petite démo parce qu'après tout c'est pas bien compliqué. Alors pour être tout à fait honnête, bon là c'est pas la première fois que je l'essaye, hein. Là je l'ai fait 10 secondes pour vous montrer, mais je suis déjà venu ici, j'ai essayé déjà pendant plus longtemps. Je ne suis pas entièrement convaincu par l'outillage, parce que là on s'amuse à taper, effectivement on voit qu'au bout d'une dizaine de coups on a un petit peu égratigné le granit, mais le truc c'est qu'eux avec cette boule, ils ont fait ça derrière. 42 mètres de haut, 1200 tonnes. Voilà. Le granit est l'une des pierres les plus dures sur Terre. 7 sur l'échelle de dureté Mohs. De nos jours, on coupe le granit uniquement à l'aide d'une scie dentée en diamant, refroidie avec de l'eau et en ligne droite. Dans les documentaires officiels, on nous montre des expériences où l'on coupe du granit avec une scie en cuivre et du sable. Ils ont réussi à couper en ligne droite et à sortir une carotte cylindrique. Tout est explicable avec des mots. Mais comment coupe-t-on au moins 3500 ans avant Jésus-Christ ce vase en gabbro, matériau encore plus dur que le granit? Ou ce vase en trachyandésite? Pas moins de 35 000 vases comme ceux-ci ont été trouvés à Saqqara. Comment réalise-t-on en moins 1800 avant Jésus-Christ ces courbes de la statue de Sénosré en migmatite, roche de dureté 7, ou celle de la statue de Mykérinos et de ses princesses en gros waké, dont la dureté est supérieure à celle du granit? Et ce vase en gneiss de 3 mm d'épaisseur, ou le fameux disque de sabou en schiste. Quel est donc cet outil extraordinaire qui entaille le granit comme du beurre? Ou peut-être qu'il y a 4500 ans, le granit était tendre comme de l'argile? Ces observations posent des problèmes fondamentaux. On nous explique que les chevrons en calcaire forment une voûte de décharge de poids. Pourquoi le plafond de la chambre souterraine n'est-il pas en voûte? Pourtant, il doit soutenir toute cette masse rocheuse en plus de la pyramide elle-même. C'est ça la science. Faute d'explications rationnelles et cohérentes, nous avons aujourd'hui toutes sortes de théories, les unes plus déroutantes que les autres, et toujours sans preuve. C'est le cas de ce documentaire et de beaucoup d'autres. Les documentaires laissent comprendre qu'il s'agit soit d'extraterrestres qui ont bâti les pyramides, soit une civilisation disparue, les Atlantes, ou bien les deux ensemble, main dans la main. Ils vivaient sur Terre et avaient assimilé une grande connaissance technologique. Suite aux changements climatiques brutaux ou à une catastrophe naturelle, les Atlantes et l'Atlantide ont disparu il y a 10 000 ans sans laisser de traces. Bref, les seules traces qu'ils aient laissées, ce sont les pyramides. Ensuite, les Égyptiens arrivent, trouvent ça très beau et décident de les entretenir. C'est ce que pensent Graham Hancock et beaucoup d'autres. Une
Une théorie très logique, puisque pour couper le granit, il faut une machine comme celle-ci. Ce qui veut dire qu'il faut de l'électricité, une centrale électrique, des machines en acier, des ingénieurs, des écoles et des universités. Bref, 5000 ans d'évolution technique et scientifique. Concernant les constructions des pyramides, ils n'avancent aucune explication scientifique. Ils sont tous unanimement d'accord. Ce ne sont pas des tombes. Selon eux, les Atlantes ou des bâtisseurs anciens inconnus ont coupé ces pierres avec des machines puis ont construit tout ce qu'ils voulaient. Ensuite, ils ont légué ces machines aux Égyptiens, qui les ont utilisées pour faire des statues et pour graver les batailles, mariages, naissances, etc. en hiéroglyphes. Enfin, les Égyptiens ont détruit tous ces outils sans laisser de traces. Après avoir construit les pyramides, les Atlantes ont confié le ménage et l'entretien aux Égyptiens. Certains pensent que la pyramide était un instrument hydraulique, mais on ne sait pas dans quel but. Pour d'autres, la pyramide serait un récepteur-émetteur pour se connecter avec d'autres univers et le sarcophage pour allonger la vie. On se couchait dans le sarcophage et hop, quelques heures plus tard, on avait rechargé 100 ans de plus. Pour Chris Dunn, la pyramide de Khéops serait une centrale énergétique utilisant des ondes et des résonances magnétiques, des systèmes antigravitationnels. Affirmation appuyée avec de nombreuses conférences, des présentations et des voyages dans le monde. Dans cette nébuleuse, les artistes ont aussi leur mot à dire, en épaississant toujours plus le mystère. Mais les extraterrestres et les Atlantes n'ont laissé ni traces ni matériaux. Pas de fer, ni d'acier, pas de cristal, ni de plastique, pas de métaux ou de matériaux composites. Que des pierres. Bizarre, non? On attend toujours de voir les extraterrestres sur les grandes chaînes du journal de 20 heures filmées en HD. À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve de civilisation ultra développée ou d'extraterrestres antérieurs aux Égyptiens. Bref, une mixture incroyable, on n'y comprend plus rien. Une dernière pour la route. Si on divise la largeur de la pyramide par la moitié de la hauteur, on obtient pi 3,14. On trouve également le nombre d'or et le pi dans la chambre du roi. Les faits sont là et tout le monde peut le vérifier sur place ou avec des documents officiels. Ces deux chiffres et beaucoup d'autres sont des constantes universelles. Les constantes universelles sont les frontières infranchissables de notre réalité. Un peu comme les règles d'un jeu. Officiellement, le pi est découvert par Archimède vers 287 avant Jésus-Christ. C'est du simple hasard, crient les égyptologues. C'est voulu, s'entête Jacques Grimaud. Rainer Stadelmann trouve un pyramidion à Dachour qui mesure 100 cm de hauteur. Les égyptologues sont unanimes, c'est du hasard là aussi. Donc l'unité métrique, on la retrouve sur la Grande Pyramide, notamment dans la chambre haute. Il y avait une publication en 1952 du docteur Funk-Ellet qui avait proposé que la Grande Pyramide, qui avait une chambre haute qui était un double carré au sol, avait un périmètre de 60 coudées ou de 10 fois le nombre pi en mètres. Donc ça, c'est la première fois que l'unité métrique a été proposée comme mesure employée par les Égyptiens, en plus de la coudée royale. Tout le monde est d'accord sans exception sur une chose. Pas de cheval, le bois était rare, pas de roues, pas de fer, ni de mathématiques. Bref, l'Égypte était au stade post-primitif. Les humains viennent de sortir de l'âge de pierre et ils se mettent à construire des pyramides phénoménales avec des propriétés mathématiques et non pas une, mais une centaine. Des pyramides complexes, sans explication crédible sur leur construction. Des obélisques granitiques gigantesques en un seul morceau avec des hiéroglyphes parfaitement gravés. Des temples imposants. Des murs à la conception compliquée. De la poterie à couper le souffle en durite, basalte, granit, impossible à tailler avec les machines les plus sophistiquées. Des statues monumentales en granit, quartz, schiste, les matériaux les plus durs. Des mathématiques et une géométrie de haut niveau comme par hasard. Alors, qui l'a construite et comment? Les Égyptiens? Les extraterrestres? Les Atlantes? Les extraterrestres associés avec les humains? Y a-t-il une évolution linéaire et graduelle de l'humanité ou un zigzag? À qui le trophée? Une question et deux réponses. Comment construit-on une pyramide? Si vous savez comment, vous savez qui. Quand on cherche la vérité, parfois on fait un grand détour et au final, on s'aperçoit qu'on était juste à côté. Un seul mur fin nous en séparait. Au lieu de regarder les cieux, de scruter les étoiles et de fantasmer sur des extraterrestres, il fallait tout simplement regarder en bas, juste sous nos pieds, au sol. C'est ce qu'a fait Joseph Davidovits, un minéralogiste et égyptologue laissé dans l'ombre. En fait, c'est une question de chimie et de minerais. Voici un coffrage simple en bois.
on mélange du calcaire friable avec de l'argile blanche appelée kaolin. On dissout de la soude caustique dans l'eau. On mélange le tout ensemble avec un peu d'eau. Ça donne une sorte de pâte. On la verse dans le coffrage. Quelques heures plus tard, la pâte commence à durcir. Les minerais se lient entre eux grâce à la réaction chimique, ce qui, au bout de 30 jours, donne une vraie pierre blanche, dure comme le parement de la pyramide. C'est le premier béton de l'humanité. Aujourd'hui, le béton est un matériau quelconque, vulgaire, mais à cette époque, ce mélange était noble et coûteux. Le carbonate de sodium vient du natron, une région d'Égypte. D'où le symbole en chimie du sodium Na pour natron. La chaux est faite en calcinant la pierre de calcaire. Quand on mélange la chaux avec le carbonate de sodium, ça donne de la soude caustique. L'argile kaolin est naturellement intégrée dans le calcaire en Égypte. Ce calcaire argileux est abondant, il y en a des millions de mètres cubes. Le tout est mélangé avec de l'eau et versé dans les coffrages en bois. C'est ainsi que les Égyptiens vont réaliser toutes les pierres. Joseph Davidovits a fait cette découverte en 1989. À l'époque, il suppose que les pierres sont moulées et coulées sur place et non taillées. Il appellera ce procédé géopolymère. Le principe est le même que celui du béton d'aujourd'hui. Le ciment moderne est fait d'argile calcinée à 1450 degrés. Mélangé à de l'eau et à des gravats, cela donne du béton. Les anciens utiliseront le natron et la chaux à la place du ciment moderne. Ce mélange de natron, de chaux, d'argile et de calcaire à température ambiante et à ciel ouvert donne le même résultat que le béton moderne. Il s'agit de béton géopolymère. Des milliers de preuves l'attestent. La pyramide rhomboïdale semble sortir du moule. La qualité du béton est excellente. Il interprète de manière différente la traduction officielle des textes des colosses de même nom. Ils ont construit comme ils faisaient leur pain, avec beaucoup d'amour. Le matériel est un mélange chimique de pâtes siliceuses très complexes. La théorie de Joseph Davidovits a été réfutée et jetée aux oubliettes pour faute de preuves scientifiques. Des années plus tard, il amènera les preuves avec des analyses chimiques. Même avec des analyses très poussées, la différence chimique entre une pierre coulée, artificielle et une pierre naturelle est quasi imperceptible. Le résultat est le même et c'est pour cette raison que les géologues n'ont rien vu. Ils laissent encore place au débat, mais les égyptologues ne sont toujours pas convaincus. Il semble plutôt qu'ils ne veulent pas être convaincus. En 2006, l'administration égyptienne a fait une déclaration officielle. Les pierres ne sont pas du béton. Affaire classée officiellement. Mais ce n'est pas une simple déclaration qui peut transformer physiquement la pyramide de béton en pierre taillée. Davidovits fournit des résultats d'analyse paléomagnétique. Chaque pierre dans la nature au moment de sa formation est magnétisée par la Terre. C'est-à-dire que chaque pierre a un or, comme une boussole. Toutes les pierres de la pyramide ont un or magnétique unique et non aléatoire. Ce sont des analyses chimiques réalisées au microscope par Davidovits, des preuves, mais elles ne sont pas suffisantes pour convaincre le public. Avons-nous d'autres preuves plus convaincantes pour le public, hormis les analyses chimiques et aux rayons X ? Donc voici une pierre naturelle qu'on trouve un petit peu partout dans la nature et voici notre morceau de bois. Dans la nature, on trouve toujours le bois qui pousse à côté de la pierre. Et voici la preuve. Et donc voici une pierre que j'ai coulée avec la formule de Joseph Davidovits. Et avant que la pierre sèche, j'ai mis un morceau de bois. Et ce morceau de bois, elle restera ici coincée définitivement. Dans la pyramide de Médum, à 70 km plus bas du plateau de Gizeh et de la Grande Pyramide, au cœur de la pyramide, on trouve une pierre de 2 tonnes environ. Et à l'intérieur de cette pierre, il y a un morceau de bois qui est incrusté là pour l'éternité. Ce morceau de bois, il est là depuis 4500 ans.
Mais peut-être que les Égyptiens ont tout simplement creusé un trou, puis incrusté le tronc. Non, ce n'est pas possible parce que la pierre épouse parfaitement la poutre. Entre la pierre et le bois, il n'y a pas de mortier. Entre la pierre et le morceau de bois, il n'y a pas d'espace même pour incruster une épingle. Bien sûr, il ne faut pas se fier uniquement à une photo. Nous nous sommes rendus à la pyramide de Médoum. L'histoire de l'Égypte est suspendue à cette poutre. Tout le monde peut se rendre sur place, la voir et la toucher. Et quand on sait couler une pierre de manière béton, on va faire une deuxième, on va faire une troisième, on va faire des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de blocs. Et ainsi, on pourra construire toute une pyramide. Les énormes pierres de la pyramide de Képhren sont faites sur place avec du béton de calcaire coulé dans de longs coffrages. Il est inconcevable de transporter cette pierre. Savez-vous combien de pierres de cette taille y a-t-il? Des centaines. Il est inimaginable qu'elles aient été transportées et taillées. Elles ont bien été coulées ainsi. Dans le temple de la vallée de Képhren, on observe des blocs de calcaire de 300 à 400 tonnes. La chambre de la pyramide de Mykérinos est faite d'un seul bloc, environ 600 tonnes. On voit très bien l'emplacement des poutres de construction laissées quand le béton était encore frais. D'ailleurs, que fait ce morceau de bois dans la pierre? Et le plus prodigieux de tout, c'est le mur d'enceinte de la pyramide de Képhren. Ce mur d'enceinte est un carré parfait à 90 degrés, fait de blocs d'un seul morceau de 500 à 1000 tonnes, voire plus. Il est haut de 8 mètres, large de 6 mètres et long de 60 mètres. Deux solutions. Soit les Égyptiens ont taillé la colline. Mais là, que l'on me démontre qu'il est possible de découper une colline sur une hauteur de 8 mètres. Ou alors, le mur est tout simplement coulé en béton. Ceci nous renvoie à Médoum. Si les Égyptiens ont été capables de construire une pyramide avec du béton, il est alors logique qu'ils aient pu couler un grand mur, comme tous les autres édifices en Égypte. Joseph Davidovits, aidé d'une dizaine de participants, a coulé 4 blocs de 2 tonnes en 2 semaines. Quand vous disposez d'une matière malléable qui durcit rapidement, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Des pyramides, des temples, des statues, des obélisques, des sarcophages ou encore des vases. En effet, c'est simple. Il faut comprendre que pour construire une pyramide d'une hauteur de 140 mètres, nous avons besoin d'une pierre au sol d'une résistance de 15 mégapascales minimum. C'est le b.a.-ba des ingénieurs et des architectes. Ce bloc a une résistance de 25 à 40 mégapascales. Ainsi, scientifiquement, cette pierre peut emporter 500 identiques sans s'effondrer. La pyramide serait haute de 140 mètres. Il y avait encore de la marge. Après de nombreux essais et expériences, les Égyptiens avaient acquis la technique qu'ils ont utilisée pour la première pyramide de Djoser 180 ans plus tôt. La construction de la pyramide a démarré il y a 4 ans.
on se trouve au niveau du sol. Le coffrage pour les premières pierres cardinales est en place. Disposés en file indienne, je veux dire en file africaine, les ouvriers se passent les paniers les uns après les autres, depuis le bassin de mélange jusqu'au coffrage. Ils versent le béton blanc et environ 30 minutes plus tard, le coffrage est rempli. Mais remontons quelques années en arrière. Encore un peu plus loin, quand les Égyptiens s'installèrent sur les bords du Nil. Bien avant, ils découvrent la numérotation. Ils partent du simple principe de 1 à 10 en comptant les doigts de la main. Ensuite, ils comptent les doigts des pieds, plus 10, et ainsi s'approprient la numérotation 10 par 10 par 10. C'est le même système que l'on utilise de nos jours. Après le langage, la numérotation est la deuxième chose que l'humanité a apprise, bien avant l'écriture. La numérotation par 10 est pour les humains la première porte d'entrée de la compréhension scientifique de l'environnement. C'est une sorte de pont entre le primitif et l'intelligence. Les Égyptiens observent que l'année est faite de 365 jours plus 1. Ils la découpent en 3 saisons de 4 mois, donc 12 mois. Les saisons s'appelaient inondation, germination et récolte. Au fil des années, ils observaient un phénomène étrange. Chaque année en été, durant une journée précise, le 14 juillet, une étoile, la plus brillante, se levait avec le soleil et quelques minutes plus tard, elle disparaissait dans la lumière. Le même jour, le Nil inondait les champs. Les crues étaient fertiles, indispensables à la vie pour produire la nourriture. Les Égyptiens ont divinisé cette étoile et l'ont appelée Sobdé ou Septi. C'est l'étoile qui annonçait les crues du Nil. Aujourd'hui, on l'appelle Sirius. Ce phénomène s'appelle la levée helladique du Sirius. C'est le premier jour de l'année égyptienne. S'en suivaient 5 jours de fête. Le Nil apportait le limon indispensable aux cultures. C'est pour cette raison que cette étoile était sacrée pour eux. Les terres étaient inondées pendant 3 à 4 mois consécutifs. Le travail dans les champs s'arrêtait, alors les Égyptiens remontaient dans les collines pour avoir les pieds au sec. Voilà, c'était parti pour 3 mois de vacances. Et ce fut ainsi pendant des milliers d'années, année après année. Cet épisode est occulté et n'est pas expliqué par les égyptologues. Ils ne parlent pas du tout des crues du Nil. Un esprit naïf se demande tout de suite, mais que faisaient-ils pendant 3 à 4 mois s'ils ne pouvaient pas cultiver les champs? Les Égyptiens vont faire 3 choses durant ces 3 à 4 mois de vacances. Observer, mesurer et tout noter. Dès le retour du Nil dans son lit, un gros problème avait surgi. Les limitations des champs avaient disparu. Il fallait alors retracer les limites des champs de chaque paysan et commencer à semer au plus vite. Et il fallait les retracer correctement pour éviter les disputes. Ainsi, les Égyptiens commencèrent à tracer des lignes droites, des rectangles, des carrés, des diagonales, des cercles et des triangles avec des fils et des bâtons. Tout était noté sur des papyrus. Ce fut le début de la géométrie. Ils comprirent un fonctionnement fondamental de la nature. Tout est fractionné ou assemblé en petites unités égales. Cette constatation va leur servir tout au long de leur découverte. Il leur fallait aussi une unité de mesure pour bien délimiter les parcelles. C'est bien de faire de la géométrie, mais il faut mesurer les lignes. Ils pensent au pied du roi. La longueur du pied du roi peut être utilisée comme étalon. Cet étalon sera multiplié et distribué dans tout le royaume. Ils essayèrent les pieds, les bras, les jambes, les coudes du roi, mais il y avait un problème. Cette unité n'était pas fixe. Le problème était réglé pendant son règne, mais tous les rois n'avaient pas la même taille. Le roi suivant voudrait sûrement qu'on utilise son pied ou son coude par jalousie. Dans les collines, en attendant le recul du Nil,
les Égyptiens réfléchissaient et cherchaient une solution au problème. Il fallait que cette unité de mesure ait une longueur fixe dans le temps, si possible, qu'elle ne change jamais. Ils observèrent la taille de différents végétaux, celle des fruits, des graines, tout objet y passa. Mais tous ces objets n'avaient pas de taille fixe. Par exemple, si on arrosait bien une graine, l'année suivante, sa taille changeait. Et sur des longues distances, la différence devenait vite importante. Tout d'un coup, ils ont eu l'idée de mesurer l'eau. Oui, l'eau douce du Nil. Ils mesurèrent une goutte et ensuite une autre. Elles avaient toutes la même taille. Du bas Nil jusqu'au haut Nil, les gouttes avaient la même taille. Ils remarquèrent que la taille de la goutte d'eau ne changeait pas année après année. C'est génial. Les Égyptiens ont trouvé l'unité unique. Le diamètre de la goutte d'eau sur une surface imperméable, comme du granit ou de l'alabastre, est constant. Il mesure 1 centimètre. Aujourd'hui, une vidéo incroyable dans laquelle vous allez plonger au cœur de la première étape du projet Serapeum. Oula. Donc ça c'est l'arête N sur le schéma. Est-ce que les Égyptiens connaissaient le mètre ou pas? J'en sais rien. En plus t'as vérifié la mesure, hein, tu l'as mesuré 2 fois. Je double toutes les mesures à chaque fois. Ok. Donc 1 mètre. 1,000 mètre. 1 mètre pile mesuré au laser 2 fois de suite. Ils vont nommer cette petite unité doigt royal. 10 gouttes d'eau, soit 10 doigts royaux, égale une main royale. 100 gouttes d'eau, donc 100 doigts royaux, ou 10 mains royales, égale une jambe royale. Des siècles plus tard, on sortira ces découvertes des coffres secrets et on les renommera différemment. Le doigt royal sera appelé le centimètre, la main royale le décimètre et la jambe royale le mètre. On les présentera comme des découvertes récentes et on se les appropriera made in France. Le diamètre de la goutte d'eau douce mesure ce qu'on appelle aujourd'hui 1 centimètre. L'eau est une constante universelle. La taille de la goutte d'eau douce ne changera jamais pendant des milliers et des millions d'années. Oui, l'unité universelle, le mètre, n'a pas été inventée en 1780, mais elle fut découverte par les Égyptiens il y a des millénaires. Le mètre est une unité universelle parce qu'elle est mesurée sur l'eau. L'eau est la seule matière qui soit stable. Tous les autres matériaux ou objets sont difficiles à mesurer ou alors ils varient dans le temps. L'architecture de l'univers entier est construite sur cette unité. Sur le mètre, cette unité immuable, ont été définies les 6 unités fondamentales de la physique et de la chimie d'aujourd'hui. L'ampère, le Celsius, la mole, la candela, la seconde et le kilogramme. Donc, tout. Maintenant que les Égyptiens ont découvert le mètre, ils peuvent tracer les parcelles sans problème. Avec le mètre, ils vont tout mesurer et tout noter. Ils prennent un disque de diamètre d'une jambe royale et l'entourent d'un fil. Ils déroulent le fil et le mesurent. Le périmètre du disque fait 3 jambes royales et 14 doigts royaux, soit 314 doigts royaux. Un disque de diamètre 10 déroulé correspond à 31 unités et à 4 sous-unités. Un disque de diamètre 1 correspond à 3 unités et à 14 sous-unités. Un chiffre ressort à chaque fois. 314, 31,4, 3,14. Ils pensent que ce chiffre est important. Ce chiffre, c'est le pi, 3,14. Les Égyptiens connaissaient avec précision le pi bien avant Archimède. De cette expérience, ils vont aussi déduire le système décimal.
Ils découpent le disque en 6, le mesurent sur la jambe royale, le mètre. Ils obtiennent le chiffre 52 cm et 36 sous-unités, millimètres. Ils le notent et pensent que ceci est important. Au fil de leurs observations, ils constatent que le volume d'une sphère représente 52,36% du volume d'un cube. À chaque fois que le volume du cube et de la sphère augmente proportionnellement, ce chiffre ne varie pas. Ils viennent de découvrir l'une des constantes universelles les plus importantes gardées secrètes, le 52-36. Par 2 fois, dans les volumes et dans les formes, ce chiffre est partout. Ils ont conclu que ce chiffre est sacré. Les Égyptiens avaient découvert le chiffre 52-36, qui est une constante universelle comme le pi et le phi. Le 52-36 est une constante universelle importante, plus que le pi et le nombre d'or, puisqu'elle relie l'espace en 2D avec celui de la 3D. Maintenant, comment utiliser ce chiffre unique? Ils posèrent un bâton sur la jambe royale, le mètre, qui est divisé en 100 unités. Ils coupèrent le bâton pour qu'il fasse 52 doigts royaux et 36 sous-unités. La coudée royale était née. La coudée royale vaut 52,36 gouttes d'eau, c'est-à-dire 52,36 cm. À partir de ce moment-là, toute l'Égypte aura pour étalon une constante universelle, la constante royale. La coudée royale égyptienne, telle qu'elle est présentée dans les musées, 28 doigts ou 7 paumes, est incompréhensible. Elle est déguisée de façon à ce que le peuple ne comprenne pas l'origine de cette coudée. Peu importe qui a déguisé la coudée, mais quand on la pose sur un mètre, elle affiche 52 cm et 36 mm. Elle devient une constante universelle. Elle prend tout son sens. Ils inventent une autre mesure, la moitié du mètre moins 5 mm, appelée la coudée royale babylonienne. Ils utiliseront ces 2 étalons, et le mètre restera caché. C'est pour cette raison que l'on retrouve partout le mètre dans la Grande Pyramide, puisque la coudée royale est graduée sur le mètre. Toute autre unité, le yard, le pouce, le mille marin, le pica, le pied, sont tous étalonnés arbitrairement ou gradués sur le mètre. Il n'y a rien d'universel ou d'invariable dans la nature qui mesure 1 pouce, 1 yard ou 1 mille. Empiriquement, les Égyptiens vont aussi découvrir le nombre d'or. Ils raisonnent ainsi. Puisque les dieux ont utilisé ces chiffres sacrés partout dans la nature, pour que nous restions nous-mêmes reliés à la nature, nous devons les intégrer dans nos constructions et faire comme les dieux. Un raisonnement simple, mais de génie. Des principes sacrés. Les Égyptiens intégreront partout les constantes universelles. Pi, le nombre d'or, la constante royale, toute la panoplie de la géométrie sacrée avec le mètre. Les Égyptiens connaissaient la suite de Fibonacci en nombre d'or des milliers d'années avant lui et l'ont appelée la suite d'addition. Le temple de Képhren, le temple d'Edfu, le palace d'Akhénaton sont construits avec le rectangle d'or. Voici la parade de la suite de Fibonacci il y a 3700 ans.
Voici la vérité, bien loin de l'image des Égyptiens primitifs qui tapaient des cailloux l'un contre l'autre et qui tiraient des pierres tout au long de la journée. Parvenus à ce stade, les Égyptiens pensèrent qu'ils pouvaient aussi utiliser l'eau comme étalon de poids. Ils posèrent un récipient de 10 doigts royaux rempli d'eau, puis lui assignèrent un poids sur la balance. Vous savez combien ça fait? On l'appelle aujourd'hui 1 kilogramme. Il pouvait maintenant peser et mesurer sans problème. Une goutte d'eau mesure 1 cm et un cube de 10 cm pèse 1 kilo. Ces mesures-là ne bougeront pas pendant des millions d'années. Et oui, l'étalon du poids vient aussi des Égyptiens. Les unités impériales et américaines de poids, comme la livre, l'once et la tonne longue, les unités de volume comme le gallon ou la pinte sont arbitraires. La seule mesure universelle et immuable est le kilogramme, qui découle lui-même du mètre. Le centimètre indexé au diamètre de la goutte d'eau est une mesure universelle et invariable pour des millions d'années. Les Égyptiens utiliseront tout au long de leur histoire les deux unités à la fois, la coudée et le mètre. Peu importe qui a caché ces étalons au fil des siècles, les Égyptiens, les Grecs, les Romains ou les Français. Une chose est sûre, depuis qu'ils ont été découverts par les Égyptiens, ils ont été transmis discrètement et ils ont été bien préservés. On retrouve aussi l'emploi d'unités métriques sur des monuments qui sont plus récents, par exemple des églises romanes du XIIe siècle, où lorsqu'on étudie les dimensions de ces monuments, on s'aperçoit que l'unité métrique a pu être employée. J'ai pris des mesures et j'ai fait un traitement statistique des données, et j'ai pu constater qu'on avait sur ces monuments du XIIe siècle employé l'unité métrique, mais également la coudée royale égyptienne. J'ai mesuré l'église romane de Saint-Nectaire et j'ai pu constater que l'entrée est composée d'un sas qui mesure 3 mètres de large, un nombre entier de mètres, et que ensuite l'entrée qui est juste derrière mesure 4 coudées royales de large. Et la longueur de cette grande église romane, c'est exactement 40 mètres. Sur l'église de Conques, il y a sur un des murs une pierre totalement différente des autres. C'est une pierre qui est beaucoup plus grosse et qu'on remarque tout de suite en arrivant. Et cette pierre-là, sa largeur, c'est exactement 1 mètre. Vers moins de 1650 avant Jésus-Christ, un scientifique de la cour du roi Djoser, appelé Imhotep, mélange divers matériaux. Le natron, la chaux, le calcaire, et découvre que ce mélange durcit après quelques jours et ressemble à une pierre naturelle. Il améliore la formule et construit la première pyramide de l'Égypte, la pyramide à degrés de Djoser. Imhotep a certainement utilisé plusieurs formules de béton. C'est pour cette raison que l'on retrouve des pierres de différentes compositions dans cette pyramide. Avec l'expérience, les Égyptiens construisirent des pyramides toujours plus belles et plus captivantes pour arriver au règne de Khéops. Nous sommes en moins 2560 avant Jésus-Christ. Avant tout, il faut repérer le lieu de la construction. Ils examinent le plateau de Gizeh, puis ils mesurent la quantité du calcaire argileux. En fonction du volume du calcaire, ils vont décider de la taille de la pyramide. Ici, à Gizeh, il y a du calcaire argileux blanc et foncé. Le projet est de faire une pyramide avec du calcaire foncé pour le remplissage de l'intérieur et avec du calcaire blanc pour l'extérieur. Au-dessus de la colline actuelle, il y avait du calcaire argileux tendre d'une épaisseur d'environ 11 mètres. Ce qui faisait à l'époque une colline haute de 30 mètres. Voici à quelle hauteur le calcaire tendre arrivait à l'époque. 11 mètres de calcaire argileux représentent environ 7 à 8 millions de mètres cubes. Ce qui est largement suffisant pour construire 3 pyramides avec des mastabas tout autour. Le volume de la grande pyramide ne fait que 2,6 millions de mètres cubes. Voilà ce que cela représentait vu de côté. Il est quasiment imperceptible vu de loin. À l'emplacement des tunnels et de la chambre souterraine, il y avait une cavité d'environ 30 mètres.
Le lieu est choisi, ce sera le plateau de Gizeh. Avant de commencer la pyramide, les Égyptiens ont établi une maquette. Voici des exemples de maquettes. Un modèle miniature en calcaire des appartements souterrains de la pyramide de Hawara. La construction de ce monument nécessitait absolument un plan préalable établi avec soin. L'architecture de la pyramide a été définie sur un plan de manière très précise et très détaillée. Tout a été pensé dès le départ et sera réalisé et respecté scrupuleusement. Pour construire une pyramide, il faut choisir la forme du triangle. La question est, quel triangle ? Ceci est un triangle. Celle-là aussi. Il y a le choix parmi 230 000 triangles et 110 millions de possibilités pour réaliser une pyramide. Mais les Égyptiens vont en choisir une seule, l'unique, la parfaite. Selon leurs principes sacrés, ils vont poser une base qui fera 440 coudées. Elle sera divisée par pi, soit 140 coudées. Puis, ils multiplieront par 2, égale 280 coudées. Le résultat sera la hauteur de la pyramide. Apothème divisé par la demi-base égale 1,618. Les Égyptiens voulaient absolument intégrer les constantes pi et le nombre d'or. La pyramide devenait sacrée puisqu'elle était construite avec la coudée 52-36, la constante royale et le mètre. 4 constantes universelles seront reliées ensemble dans cet édifice. Il n'y avait pas de hasard. 50 cm en plus ou en moins et le pi disparaissait de la pyramide. Les égyptologues auraient été soulagés. Ouf, il n'y a pas de pi. Mais non, les Égyptiens ne vont pas se tromper. Ils construiront bien une pyramide de 280 coudées de haut et de 440 coudées de large. La pyramide est d'une précision exceptionnelle, à 1 cm près, qui montre la valeur pi très précisément. La grande pyramide est l'expression du plus grand pi et nombre d'or visible sur Terre. Képhren, son fils, choisira un autre concept pour sa pyramide, celui du triangle sacré 3-4-5 en symétrie, le triangle de Pythagore. D'ailleurs, il semblerait que Pythagore n'ait jamais existé. Voici le plan tel qu'il était dessiné à l'époque. La grande cavité sera aménagée avec du béton de calcaire pour en faire la chambre souterraine. Depuis le sol au niveau 0 jusqu'à la chambre souterraine, la hauteur sera de 56 coudées. Du sol jusqu'à la chambre médiane, la hauteur sera de 56 coudées aussi. Ensuite, chaque espace sera découpé en moitié et en quart. L'angle des couloirs descendants et ascendants sera la diagonale des 2 carrés. Depuis la chambre souterraine jusqu'à l'intersection, il y aura 161 coudées. De l'intersection jusqu'au couloir ascendant, réalisé avec le même coffrage, il y aura 161 coudées également. L'architecte a aussi prévu dans le plan les 3 bouchons qui fermeront l'entrée et un puits de service secret pour sortir. La chambre médiane sera au milieu et revêtue de calcaire blanc. La chambre du roi sera en granit rouge d'Assouan et sur 5 niveaux. Les 4 tunnels précis au centimètre viseront les étoiles sacrées. La position du soleil Ré à midi le 14 juillet, jour du lever de Sirius, déterminera l'emplacement de la chambre du roi. Le Ré et le roi seront réunis dans la chambre. Les Égyptiens vont découper la pyramide comme des parcelles de champs. Et selon leurs principes, ils vont intégrer les chiffres sacrés dans leurs monuments. De la construction de la chambre souterraine jusqu'à la fin du chantier, les Égyptiens vont relever précisément et méticuleusement la mesure de la hauteur. Ces relevés des hauteurs précises, assise par assise, au centimètre près, leur serviront tout au long de la construction. Une fois le plan terminé et les dimensions arrêtées, ils calculèrent les volumes. Il fallait déterminer s'il y avait assez de calcaire sur place pour terminer la grande pyramide et les monuments autour. Les Égyptiens savaient qu'une telle pyramide nécessitait 2,6 millions de mètres cubes de calcaire. Avant de démarrer un tel monument, il fallait qu'ils s'assurent qu'il y avait assez de matériaux pour le terminer, au risque de se retrouver avec une pyramide tronquée. Les Égyptiens savaient donc calculer le volume géométrique bien avant le papyrus de Rhind et Moscou datant de moins 1600. On ne peut pas faire du béton sans avoir un étalon de volume et de poids précis. Suite à des inspections minutieuses du terrain, le volume avait été calculé avant le début des travaux. Émionou perfectionnera encore la pyramide en la convertissant en apothème concave. Le plan de la pyramide aujourd'hui est précisément le plan de départ. Rien, absolument rien n'a été changé durant la construction.
Les crues du Nil arrivaient à l'époque au pied de la colline. L'eau était indispensable pour le mélange et devait être apportée de main. C'est pour cette raison que toutes les pyramides ont été construites au bord du fleuve. Faire du béton et effriter le calcaire nécessitait énormément d'eau, environ 20% du volume total. Voici ce que cela représente par rapport à la pyramide. 500 000 mètres cubes. Comment remonter toute cette eau? Les Égyptiens ont inventé la vis sans fin, ou dite vis d'Archimède. Certains historiens pensent que cette méthode était connue à Babylone, 400 ans avant Archimède. Elle était connue des milliers d'années avant par les Égyptiens. Les Égyptiens ont creusé 3 passages, des passages de 10 mètres environ, faciles à creuser dans le calcaire tendre. Afin d'acheminer l'eau et la conduire de l'autre côté, ils ont aussi installé des viaducs en bois dans ces passages. La cavité a été ensuite remplie avec du béton calcaire. Les Égyptiens connaissaient les équinoxes depuis bien longtemps. Le 13 avril, moins 2560 avant Jésus-Christ, à 6h03 jour d'équinoxe, le soleil se lèvera dans quelques minutes à l'est précisément. Une équipe est en place avec des bâtons et des cordes pour pouvoir s'aligner avec le soleil. Ils attendent ses premiers rayons. Le soleil se lève. 3 ou 4 Égyptiens disposent rapidement les bâtons et les cordes. 5 minutes plus tard, le soleil bouge, mais les 4 premiers bâtons sont alignés à l'est. Cette configuration de 90 à 180 degrés est projetée au fond de la cavité. Les Égyptiens avaient l'expérience de cette précision qu'ils utilisaient dans les champs au bord du Nil depuis des centaines d'années. Les bords de la cavité sont transformés en bassins peu profonds, où va être mélangé le calcaire argileux, le natron et la chaux. Une fois le mélange obtenu, ils vont ouvrir les vannes et laisser couler le béton au fond de la cavité. En effet, ils remplissaient ces cuvettes naturelles pour faire ensuite les tunnels souterrains. Le béton calcaire, une fois séché, prend une apparence de roche naturelle. C'est pour cela que les géologues ne l'ont pas remarqué. Aucune trace de feu n'a été trouvée dans la chambre souterraine, ce qui explique que le béton a été fabriqué en plein air. Les Égyptiens ont ramené du sel de natron, le carbonate de sodium, depuis Al-Natroum ou depuis les alentours pour fabriquer la soude caustique. La chaux était produite sur place en calcinant du calcaire à 100 mètres du chantier. Nous sommes le 14 juillet, moins 2561 avant Jésus-Christ. Tout est prêt. Les Égyptiens attendent les crues du Nil pour commencer. Le chantier est réparti en 4 équipes. Une centaine d'ouvriers attendent près des vis pour faire remonter l'eau. Les autres équipes attendent au bord des bassins pour mélanger les matériaux et autant d'autres sont au fond de la cavité. Sirius se lève, quelques heures plus tard le Nil déborde et parvient au pied de la colline. Les ouvriers commencent à tourner les vis, l'eau monte et s'achemine de l'autre côté. Ils mélangent le calcaire marron foncé avec le natron et la chaux. Quelques instants plus tard, ils ouvrent les vannes et le béton se déverse depuis le bord de la cuvette. Les ouvriers ont déjà mesuré et mis en place le coffrage au fond de la cuvette, qui réalisera le tunnel souterrain sud. Il suffit que le béton coule autour. Ils vont utiliser le même principe pour la chambre souterraine.
Le coffrage a été mis en place et le béton a été versé autour et par-dessus. Les ouvriers ont mis moins de soin pour les murs de la chambre souterraine que pour le haut de la pyramide. Ce béton contient beaucoup moins d'eau que celui de la partie supérieure de la pyramide. Quand le coffrage est enlevé rapidement et qu'il n'a pas eu le temps de sécher, ça donne cet aspect de grignotage. Les Égyptiens n'ont jamais creusé des puits souterrains en dessous des pyramides, puisque c'est impossible. Ils l'ont tout simplement rempli. Que l'archéologue Mark Lehner se rassure, les ouvriers n'ont pas souffert. Ils ont travaillé en plein air et dans de bonnes conditions, comme pour la pyramide inachevée de Djedefre. La cavité a été ensuite remplie avec du béton calcaire. Ceci explique la haute précision du tunnel sud souterrain, du tunnel de service, mais aussi la netteté des bords du tunnel sur cette photo d'Edgar Wise en 1910. Pour valider cette théorie, il suffit de faire un prélèvement des murs de la chambre souterraine et d'en faire une analyse chimique. Les Égyptiens utiliseront la même méthode pour construire le tunnel descendant et le puits de service. Ils établiront une structure de coffrage comme celle-ci, la diagonale de 2 carrés qui donne un angle de 26,57 degrés qui sera aussi utilisé pour le tunnel. Ce même coffrage sera utilisé 3-4 ans plus tard pour faire le couloir ascendant et pour la grande galerie. Ils ont continué le coffrage et la construction du puits de service parallèlement. Les parois du puits de service porteront des encoches d'appui pour les pieds des travailleurs afin qu'ils puissent descendre et sortir de la pyramide quand elle sera terminée 13 ans plus tard. Ils arrivent ainsi au niveau de la grotte dit le grotto. À ce niveau-là, ils ont laissé une cavité et un bloc de granit pour boucher le puits de service derrière eux. Les ouvriers coulent les premiers blocs de la pyramide. Le volume de la cavité est estimé à environ 450 000 mètres cubes, ce qui ne représente pas grand-chose par rapport aux 2,6 millions de mètres cubes restants. Les ouvriers approchent maintenant de la surface. Un 4e passage sera ouvert pour accélérer les travaux. Le travail va être réparti en 2 chantiers. Les uns mélangent et les autres remplissent. Afin de libérer l'espace de la pyramide, le calcaire effrité sera transformé en béton et versé au centre. La plateforme de la pyramide est entièrement dégagée. On estime selon les calculs que le remplissage de la cavité a pris environ 3 ans. Cette technique d'agencement des cavités naturelles est utilisée pour toutes les pyramides. Elle est particulièrement évidente dans la pyramide de Meidoum. Suivez les lignes. La cavité a été aménagée avec des coffrages et du béton calcaire. Les murs, le sol et la chaussée ont été réalisés en coulant du béton. Il est plus facile de remplir que de creuser et d'encaver. Au début, ils vont former une dizaine de files africaines. Une équipe creuse le calcaire tendre et une équipe fait le mélange. Les autres ouvriers s'alignent en file africaine pour transporter les paniers de main en main. Une fois les paniers vidés, ils les renvoient de la même manière. Il faut 260 hommes pour chaque file, un vrai tapis roulant. L'organisation est précise et méticuleuse. Ils vont couler la dalle de la pyramide d'une coudée et avec des enfoncements pour poser les pierres cardinales. Le sol est fait avec du calcaire et beaucoup d'eau. Le rajout d'eau permet au sol de s'auto-niveler parfaitement. C'est ce qui explique la précision horizontale du sol à 21 mm près. Pas besoin de technologie extraterrestre. À partir du tunnel, ils vont retracer le périmètre de la pyramide avec des cordes et des bâtons. À 220 coudées, c'est-à-dire au milieu de la future face sud de la pyramide, ils ont posé un piquetage de 4 coudées vers l'intérieur. Les ouvriers se réalignent par rapport au nouveau point au centre. Le premier segment du périmètre apothem est fait. Puis ils s'alignent à 90 degrés avec un cadre en bois et font la même chose de l'autre côté. Idem pour les 2 autres faces.
Le périmètre de la future pyramide est alors tracé, précis au millimètre, en apothème. C'est un périmètre de 8 faces qui est dessiné au sol avec des cordes. Ce sera la future forme de la pyramide. Une fois la pyramide terminée, on verra à chaque équinoxe les faces coupées en deux par l'ombre. Les équinoxes seront visibles à l'œil nu à des dizaines de kilomètres. C'est à ce stade que l'architecte Emyounous décide d'arrêter le remplissage du centre et de poursuivre avec des pierres moulées. À partir de maintenant, la construction va se faire avec des pierres coulées dans le coffrage. Le coffrage des pierres cardinales est gradué avec la pente de 51,50 degrés. Le travail le plus pénible, c'est l'effritement du calcaire et le mélange pour en faire du béton. Les premiers coffrages sont en place. Environ 1200 ouvriers mélangent le calcaire avec le natron et la chaux dans les bassins. Ils se mettent ensuite en file pour transporter les paniers de main en main. Les 4 pierres cardinales du parement extérieur vont être coulées. Les blocs de la première assise auront une hauteur de 3 coudées. Puis ils continuent vers le centre en suivant méticuleusement les cordes et le piquetage. La première rangée de pierres est coulée. Il laisse l'assise ouverte à différents endroits. Ce sont des ouvertures pour laisser passer les fils des transporteurs. On estime que 40 fils d'ouvriers étaient nécessaires pour transporter les paniers un par un ainsi que tout le matériel. En travaillant 3 mois par an, 8 heures par jour et avec des paniers de 15 kilos, la pyramide était terminée entre 10 et 13 ans, dans l'humour, la joie et le plaisir. Une fois que la première rangée de l'assise a été réalisée, les ouvriers continuent à remplir l'intérieur avec du calcaire marron, moins joli que celui de l'extérieur. À l'intérieur, dans un premier temps, un bloc sur 2 est fait avec des coffrages. Le lendemain, ils remplissent les intervalles. Ensuite, ils coulent la deuxième rangée, puis ils remplissent l'intérieur sans trop de soin. C'est ainsi qu'ils vont dresser la pyramide jusqu'en haut. Encore une preuve de taille que la pyramide est faite en béton géopolymère. Il est vrai que Jean-Pierre Adam dit qu'aucune pierre n'est semblable à l'autre.
Davidovits qui raconte que les pyramides sont construites en pierre artificielle Oui, moulée. oui. Le bon sens de mon charcutier, très brave homme, auvergnat, c'est de dire, mais si on moule des matériaux comme les briques, ils auront tous la même forme. Il y aura un seul moule pour toutes les pierres. Bah oui, ça paraît logique pour le coup. Là. C'est du bon sens. Merci. Je vous l'accorde. Si, merci quand même. Or, il n'y a pas 2 pierres sur les millions de pierres de la Grande Pyramide qui aient même dimension. Elles sont toutes singulières. Il y a des hauteurs d'assises respectées dans le parement et aux approches du parement, mais pour le reste, non. Elles sont toutes différentes. Alors pourquoi ce serait donnerait-on le mal de faire des millions de moules pour faire des millions de pierres, alors qu'il était si simple eux-mêmes fabriquer des briques crues et ils normalisaient la construction des briques crues. Pour faire croire que c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Donc ça permet de dire cette affirmation, c'est du charlatanisme. Voilà. C'est une évidence de bon sens. On n'a pas besoin d'être égyptologue. Vous avez donné des arguments pour dire que le mot charlatan était justifié. Vos réponses vous appartiennent. Je trouve que c'est convaincant. Mais il ne dit pas que toutes les pierres ont une hauteur identique à chaque assise. Il est inimaginable que des centaines de milliers de pierres, de l'assise numéro 2 par exemple, soient taillées toutes à la même hauteur, au centimètre près. Il n'y a jamais eu de pierre blanche venant de Toura. Le calcaire blanc du revêtement extérieur était extrait dans les alentours. Les analyses de Davidovits montrent que la composition des pierres de Khéops ne contient pas de calcaire de Toura. Nous avons comparé les compositions d'échantillons de calcaire naturel provenant des carrières de Toura et de Mahadi avec des pierres de la pyramide de Khéops et nous avons découvert un certain nombre d'anomalies. Première constatation, la composition des pierres des pyramides est beaucoup plus complexe que celle des pierres des carrières officielles. Certains microconstituants de ces pierres présentent les traces d'une réaction chimique rapide ne leur ayant pas permis une cristallisation naturelle. Une réaction inexplicable si les pierres ont été taillées, mais parfaitement compréhensible si l'on admet qu'elles ont été fabriquées comme du béton. Voilà qui vient donc confirmer la thèse défendue depuis une trentaine d'années par l'inventeur des géopolymères, le chimiste français, également égyptologue, Joseph Davidovits. On estime le chantier de la pyramide à environ 7000 ou 8000 travailleurs. Ils devaient être nourris et logés tous les jours. Une centaine de personnes étaient chargées de s'occuper de ces travailleurs. L'historien grec Hérodote décrivait les bâtisseurs des pyramides comme des esclaves. Ceci a fait naître un mythe populaire, perpétué par les péplums des studios d'Hollywood des années 60. Un chantier où auraient travaillé des centaines de milliers d'esclaves était inenvisageable. Il aurait fallu autant d'Égyptiens pour les surveiller. Si certains pensent encore que ce sont des esclaves qui ont bâti les pyramides, c'est qu'ils n'ont pas fait de mise à jour. Tous les archéologues et les égyptologues sont formels. Il n'y avait pas d'esclaves en Égypte. En janvier 2010, Zahi Hawass découvre une série de tombes datant de l'époque de la construction des pyramides. Ce sont celles des ouvriers enterrés près de leur pharaon. Ils n'auraient jamais été enterrés avec autant d'honneur s'ils avaient été des esclaves, affirme-t-il. Des squelettes ont été retrouvés en position fétale, la tête dirigée vers l'ouest et les pieds vers l'est, selon la tradition dans l'Égypte ancienne. C'est le projet Aera sous la direction du docteur Mark Lehner qui a permis de découvrir le village des ouvriers. Il se trouvait à 400 mètres du Sphinx. Les habitations pouvaient loger des milliers d'hommes. Les archéologues ont trouvé une centaine de sceaux portant les noms de Képhren et de Mykérinos. Les indices recueillis suggèrent que ces hommes consommaient régulièrement de la viande et travaillaient par période de 3 mois. Tout le royaume était impliqué dans la construction de la pyramide. C'était un projet national. Les travailleurs venaient de tous les coins du pays. Ils continuent maintenant à remplir l'intérieur ainsi qu'en parallèle le couloir descendant et le boyau de service. C'est la raison pour laquelle on remarque dans le tunnel souterrain une partie qui est faite en pierre maçonnée et une partie du tunnel faite en calcaire naturel d'une continuité parfaite. Il commence le couloir ascendant. À ce stade, 600 000 mètres cubes de béton calcaire ont été déplacés. La théorie classique veut que 3 bouchons de granit étaient stockés dans la grande galerie pour être relâchés ensuite et boucher l'entrée. La grande galerie est très étroite.
Si les 3 bouchons de granit avaient été stockés quelque part, cela aurait été un gros problème pour sa construction. Il n'y a aucune trace de frottement ou de rayures sur les parois. De plus, les parois ne sont pas lisses, ce qui ne facilite pas le glissement. Par contre, on a retrouvé des traces de frottement dans la grande galerie à cause du chariot. Les blocs qui descendent, tels qu'on les voit dans les animations, ne peuvent pas glisser dans la réalité. Une photo prise dans les années 50-60 contredit totalement le fait que les 3 bouchons de granit aient été relâchés depuis la grande galerie. Les 3 bouchons de granit ont été coulés puis stockés là, à côté de l'entrée. Oui, vous avez bien entendu. Coulé. Du granit coulé. La théorie officielle dit que l'obélisque a été taillé dans le massif avec des boules de dolérite, mais que, suite à un défaut dans la roche, il a été abandonné. J'aurais bien voulu garder secret le mystère du granit, mais ce serait un clou pour les ufologues et atlantologues sur lequel accrocher leur veste. Pour comprendre le granit, il faut le toucher. Il faut essayer de l'attaquer pour sentir immédiatement sa puissance. On ressent les profondeurs ardentes de la Terre, le magma. Le natron mélangé avec de la chaux donne de la soude caustique. La soude caustique mélangée avec de l'eau et du sable blanc chauffé à 1000 degrés produit du silicate de sodium, dit liquide de verre. Il le mélange avec du silicate de potassium obtenu par le même procédé. Il verse le liquide dans un moule en forme de lentille. 2-3 jours plus tard, il démoule la lentille transparente. Une lentille qui concentre la lumière en un point. Plus la lentille est grande, plus la température est élevée. Chacun peut fabriquer sa propre lentille solaire avec la recette. Amusez-vous. Avec une lentille de 5 mètres de diamètre, la température atteint 1800-2000 degrés. Les Égyptiens viennent de découvrir l'énergie solaire. Tout est fondu, rien ne résiste. Le granit fond littéralement comme de la lave immédiatement. Les Égyptiens vont couler cette lave dans des moules en argile, et voici la fameuse statue de la 3e dynastie Ouni, le grand-père de Khéops en granit d'Assouan. Des vases plus durs que l'acier, comme ceux-ci en trachyandésite datant de moins 3500 avant Jésus-Christ. Voici comment était extrait le granit et ce qui s'est passé avec l'obélisque inachevé d'Assouan. Les ouvriers dans la carrière d'Assouan étaient chargés d'extraire le granit sous forme de pavés. Ce sont des petits morceaux de 30 à 40 cm qui ont été extraits du granit fondu avec des pelles en pierre. Une fois refroidis, ces morceaux ont été transportés par bateau à Gizeh à plus de 900 km. Parvenus à Gizeh, ils ont été à nouveau fondus puis coulés dans des coffrages en argile. Pour estimer le volume de granit à emporter, les ouvriers découpent cette partie de la carrière en forme d'obélisque qui sera totalement fondue une semaine plus tard et transportée en pavé. D'ailleurs, une boule de dolérite est tombée dans le granit en lave et elle est restée coincée là pour des millénaires. La nature ne fait pas ça. La fonte du granit se faisait de mai à août. La trace des extractions du granit est inclinée. Cela correspond à la meilleure trajectoire du Soleil. Pendant ces mois-ci, son intensité est la plus forte. La géologue d'un groupe de touristes fut surprise par l'absence de diaclase, fracture naturelle du granit. Là c'est naturel et comme si là ça avait été modifié. Ça c'est naturel et c'est normal. Et là ça, c'est modifié, il n'y a c'est pas. rien, il n'y a pas de diaclase. Comment c'est possible? Et pourtant il y a bien les traces noires de C'est normal, car le granit fondu, une fois refroidi, est comme neuf, sorti de la terre. Les ouvriers fondent le granit grâce à la lentille. Ils commencent alors à découper des entailles et des trous dans le granit en jouant avec le rayon solaire de la lentille. Subitement,
le chantier est abandonné. C'est ainsi que les Égyptiens ont fondu toutes sortes de pierres, du quartz, du granit, du schiste, du basalte, de la diorite, du gneiss, du gros waké. Pas de bol, ils ne sont pas tombés sur des terres ferreuses, sinon ils auraient découvert l'acier. L'énergie solaire était déployée au maximum. La reine Hatshepsut, à Karnak, écrit que son obélisque a été réalisé en 7 mois. C'est tout à fait envisageable avec la lentille. Les colosses de même nom, pesant 1800 tonnes chacun, ont été fabriqués avec un mélange de quartz et de granit fondu. Les Égyptiens vont exploiter le cuivre pendant des milliers d'années dans les mines du Sinaï. Le cuivre est un matériau très mou, utilisé pour faire des casseroles qui seront utilisées pour faire le mélange de fabrication du silicate. Pourquoi n'y a-t-il aucune preuve? Pendant toute son histoire, l'humanité a fait des guerres pour l'énergie. Une forêt, un champ, une côte, un lac, c'est de la nourriture potentielle, c'est de l'énergie. Tout au long de son existence, l'humanité a fait des guerres pour l'énergie. Alors il faut imaginer qu'une telle découverte devait rester secrète. Elle était transmise discrètement de génération en génération. Aujourd'hui, le solaire est l'énergie la plus accessible et la moins chère. Elle est gratuite. Les preuves que le granit a été coulé avec des lentilles solaires se trouvent dans les coffres du Vatican, de Paris, Londres et Le Caire.